Par rapport à cette réforme de la ministre Glatini, qui vise à limiter dans le temps la réussite des études, hein, donc avec l'idée qu'on ait 2 années pour réussir la première année, et puis 5 années maximum sur l'ensemble du cycle. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que c'est sans doute la réforme la plus restrictive depuis Bisseur-Trisseur, un très vieux décret porté dans les années 90 par le PC, le CDH, qui a eu des conséquences sociales très violentes et qui ont contribué très très fort à fermer notre enseignement supérieur aux milieux les moins favorisés. Et en fait, on remet le couvert ici, dans une situation où on sait en plus qu'on n'est pas très bon sur l'accessibilité de l'enseignement supérieur, surtout de l'enseignement universitaire, aux milieux moins favorisés. Et donc, clairement, c'est une mesure de sélection sociale. C'est une mesure de sélection sociale qui, en plus, est prise, soi-disant, au nom d'un encouragement de la réussite. Et là, on est dans un discours totalement orwellien, parce qu'on ne voit pas très bien en quoi ça encourage la réussite des étudiants. Par contre, là où on voit très bien, c'est en quoi ça va faire des économies substantielles, ce qui explique d'ailleurs le soutien de certains recteurs à cette mesure. Et donc, pour la résumer en 2 mots, c'est une mesure clairement d'économie qui a une option clairement de sélection sociale. En fait, l'argument de la ministre par rapport à cette réforme, c'est de dire on voit bien que la durée des études s'allonge parce que les étudiants n'ont plus complètement conscience des conditions dans lesquelles ils peuvent réussir. Et donc, ils traînent des crédits résiduels comme des boulets et il faudrait leur envoyer un signal plus clair, plus vite, afin qu'ils évitent de se mettre dans cette situation. Donc ça, c'est l'argument. Et elle dit ça concerne en particulier les étudiants les moins favorisés. Et donc, à eux, il faut leur envoyer absolument un signal. Mais évidemment, derrière ce discours, il y a une question qu'on ne pose jamais, c'est de savoir pourquoi réellement ces étudiants rallongent leurs études. Pourquoi? Et en fait, personne n'a de réponse à ça à l'heure actuelle. Et la réponse qui est apportée par le ministère, c'est de dire c'est qu'ils ne comprennent pas les critères de réussite. Ma réponse à moi, ce serait plutôt basé sur un échantillonnage, une enquête de terrain, ce serait plutôt qu'ils comprennent parfaitement les critères de réussite, c'est juste qu'ils sont occupés à faire d'autres choses qu'à s'occuper de leurs études. Alors ils font quoi? Par exemple, ils jobent. Parce qu'aujourd'hui, toute une série d'étudiants n'ont pas d'autre choix que de jobber pour réussir à survivre. Ils font quoi d'autre? Eh bien, par exemple, ils aident leurs parents. Parce qu'il y a toute une série d'étudiants qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de s'occuper de leurs parents. Même éventuellement, ils vont jobber pour aider leurs parents. Donc ils vont générer des revenus pour pouvoir donner de l'argent à leurs parents. Toutes ces situations-là causent évidemment un rallongement des études, parce que le temps qu'ils passent à se dépatouiller dans leur vie, ils ne peuvent pas l'investir dans les études. Et donc, ce qu'on présente ici comme étant une réforme qui va aider les boursiers, aider les étudiants en situation précaire, est en fait une réforme qui va simplement les exclure en cas d'échec. Et qui n'attaque en fait aucune des causes de ces retards. Aucune. On n'attaque pas du tout les problèmes d'écart entre le secondaire et le supérieur. On n'attaque pas du tout les problèmes socio-économiques et la précarisation toute une série d'étudiants. On ne s'attaque pas, par exemple, à la hausse des loyers, des cotes, qui explique aussi que les étudiants doivent de plus en plus jobber pour payer des propriétaires, etc. etc. Et donc, en fait, c'est vraiment une mesure qui ne s'attaque à aucune des causes réelles de l'échec. Et en ce sens, la communication est complètement orwellienne, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les systèmes d'aide à la réussite dans les universités. La première chose sur laquelle il faut insister, c'est que toutes les universités ont toujours la même conception de l'aide à la réussite comme étant une sorte de plugin qu'on va venir rajouter sur les programmes. Et donc, on ne repense pas les programmes par rapport à un objectif de réussite, on va rajouter des dispositifs aux programmes existants. Alors pour tous les étudiants qui ont déjà des problèmes de gestion de temps, parce qu'ils ont toute une série d'autres activités, notamment survivre sur le côté, en fait, plus on va alourdir leur agenda, moins ça va être efficace. Donc ça, c'est un premier souci.
Deuxième caractéristique de ces aides à la réussite, c'est qu'elles sont souvent pensées comme des dispositifs pédagogiques indépendamment de tout ce qui est dispositif d'action sociale. Et donc, d'un côté, on va par exemple développer de la pédagogie par projet en se disant ça favorise la réussite. Et de fait, si on regarde un groupe d'étudiants qui ont tous le même milieu social, le même type de revenus, qu'on fait une pédagogie par projet, on voit que ça augmente la réussite. Mais en fait, on ne pense pas qu'il y a des hétérogénéités et qu'en fait, pour mener à bien ces projets, peut-être qu'il faut des ressources, notamment des ressources financières, notamment des ressources sociales, que les étudiants n'ont pas. Et donc, on oublie ça. Et de l'autre côté, du côté de l'action sociale, on va systématiquement penser l'action sociale comme un dispositif d'intervention purement financier et sans connexion directe avec la réalité de ces nouveaux dispositifs qu'on met en place. Donc par exemple, on ne va pas penser, tiens, il y a un nouveau dispositif de, je ne sais pas moi, fonctionnement virtuel, etc. Il faut qu'on développe en parallèle une aide qui permette à tout le monde d'avoir accès au matériel qui permette de suivre ce nouveau dispositif. Et donc, on a cette schizophrénie entre ces deux sphères qui amène en fait à un dysfonctionnement structurel de l'ensemble de ces dispositifs d'aide à la réussite. Alors, progressivement, il y a des initiatives qui sont plus ou moins efficaces, qui visent à essayer de rassembler les deux dimensions, mais elles sont toutes extrêmement anecdotiques et sur des tout petits groupes. Et donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que les dispositifs d'aide à la réussite soient pensés, en fait, par rapport à la question des inégalités socio-économiques. Les dispositifs d'aide à la réussite sont pensés par rapport aux étudiants qui sont plutôt favorisés et qui, c'est un paradoxe, réussissent généralement mieux. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter de penser, systématiquement la question de l'aide à la réussite comme une question de l'université. Je pense que ce n'est pas un problème de l'université, c'est un problème de l'ensemble de la structure d'enseignement, de la maternelle jusqu'à l'université. Et c'est vraiment un souci parce qu'on est dans ce cloisonnement institutionnel très malade, qui est en plus très caractéristique de la communauté française de Belgique. On a d'un côté l'enseignement supérieur qui pense tout seul ses trucs, puis on a le secondaire qui pense ses trucs à lui, parfois même en se divisant entre les cycles, et puis on a tout ce qu'il y a avant et qui généralement n'intéresse pas vraiment, et donc on ne regarde même pas exactement ce qui se fait. Pour avoir une réelle appropriation des codes universitaires, il faudrait que très très tôt, et je dis dès la maternelle, mais je le pense vraiment, on ait des contacts, des liens qui permettent d'avoir l'appropriation des codes. Ce qui veut dire, par exemple, que très très tôt, fréquenter les locaux des institutions universitaires est quelque chose qui permet de s'approprier, de s'y sentir à l'aise. Donc des initiatives qui sont prises, par exemple l'ULB a fait ça, et je pense que ça c'est vraiment remarquable, d'ouvrir les locaux pour que des classes viennent très très jeunes fréquenter l'université, c'est déjà quelque chose qui permet une habituation. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller vers les contenus. Et là, je pense qu'en fait, une des mesures qui a démontré son efficacité dans des pays scandinaves, alors je ne fantasme pas sur le système scandinave, il y a beaucoup à en redire, mais il y a 2-3 dispositifs qui marchent quand même bien, c'est d'avoir des profs qui sont profs dans le secondaire et dans le supérieur. Donc d'arrêter d'avoir cette espèce de gap très artificiel, mais d'avoir des gens qui ont des charges communes entre le supérieur et le secondaire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui serait, par exemple, un vecteur d'un comblement de ce fossé très artificiel. Pour moi, l'enseignement à distance, ça peut être un outil de démocratisation institutionnelle vraiment très impressionnant. Donc, si on regarde par exemple aux États-Unis, l'explosion du nombre d'adultes en prise d'études, qui sont des gens qui n'avaient pas de diplôme, qui ont pu suivre des cours, etc., elle est due à l'enseignement à distance. Et donc il y a des profs qui sont spécialisés dans l'enseignement à distance, et on voit que ça fonctionne bien et que c'est très efficace, et ça permet à des gens d'obtenir des diplômes de qualité. Hein. Il ne s'agit pas de brader la formation comme on entend parfois, en étant dans des dispositifs où ils peuvent suivre à leur rythme ou dans leurs contraintes les enseignements. Donc en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais le problème, c'est la manière dont on l'a mise en place ici, en urgence, en communauté française de Belgique. Ça a été fait sans tenir compte du tout des situations nombreuses dans lesquelles des étudiants n'avaient pas les moyens en fait, de suivre ces enseignements.
Donc il y a deux éléments, deux profils types en fait qui émergent lorsqu'on fait une étude de ceux qui ont vécu des difficultés. Le premier, c'est les adultes en prise d'études avec charge de famille, qui se sont retrouvés dans une situation où il était impossible pour eux de répondre à des exercices, suivre des cours, etc., tout en ayant leurs enfants à proximité. Et puis le deuxième profil type, bah, c'est les étudiants issus de milieux moins favorisés, qui ont des outils informatiques un peu moins puissants, des connexions Internet un peu moins puissantes, mais surtout qui n'ont pas de lieu pour étudier. Et ça, c'est vraiment un gros souci. C'est-à-dire qu'ils étaient avec leur famille, dans un bruit relativement permanent, et ils n'ont pas pu avoir un lieu où s'isoler et pouvoir se concentrer. Et ça, je pense que c'est un vrai problème dans ce qui a été mis en place jusqu'à présent. Et c'est pour ça que l'enseignement à distance n'est pas une solution de démocratisation dans l'absolu. En fait, ça peut l'être pour certains profils, mais dans l'absolu, ça ne l'est pas, puisqu'on sait qu'un des gros problèmes aujourd'hui, ben, c'est le logement étudiant et c'est la disponibilité de salles d'études ad hoc. Et donc, en absence de ces infrastructures, l'enseignement à distance n'est pas un outil de démocratisation. Parmi les pistes de solutions pour lutter contre les inégalités scolaires, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est questionner de manière systématique, pour toute mesure qui est prise, l'impact social qu'elle a potentiellement. Donc si on pouvait inverser la logique et dire, en fait, on va faire une réforme, mais quel est son impact sur les personnes qui sont dans des situations financières moins favorisées, qui n'ont pas les codes culturels, etc. Si systématiquement on pouvait inverser la logique actuelle en regardant ça en priorité, hein, déjà, ça irait mieux. Ça irait très rapidement mieux parce qu'en fait, il y a toute une série de réformes qu'on ne prendrait pas. Toute une série de dispositifs qu'on ne mettrait pas en place. Donc, pour moi, c'est la première clé, en fait. C'est d'inverser les logiques actuelles en disant on doit penser l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, l'intégralité du continuum par rapport à cette question de l'émancipation scolaire et ce que certains appellent l'ascenseur social. Je déteste cette expression, mais c'est vraiment ça l'enjeu. C'est se dire comment a priori, on fait de la première mission de tout le continuum scolaire, cette mission d'émancipation. Ça, c'est un. Deuxième élément qui me semble super important, c'est de rompre les frontières entre les niveaux. Donc, par exemple, envoyer des profs du NIF dans le secondaire et réciproquement. C'est ouvrir en fait, tous les mécanismes d'ouverture qui permettent en fait, de mettre les gens en dialogue et d'assurer une continuité beaucoup plus grande. Ça, c'est un gros problème de notre système à l'heure actuelle. Il y a des fossés. Et en fait, comment est-ce qu'on comble ces fossés? En allant chercher des ressources externes auprès des parents, auprès de cours privés, etc., qui sont inaccessibles financièrement. Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu hyper important pour démocratiser notre enseignement. Troisième élément qui me semble indispensable, il faut qu'on renvoie intégralement le système d'allocation d'études. Il est absolument dysfonctionnel à l'heure actuelle. Les allocations sont insuffisantes pour payer les coûts des études. Il faut par ailleurs, évidemment, assurer parfaitement la gratuité scolaire. On sait que c'est loin d'être le cas. Et donc, ça, c'est vraiment un élément sur lequel il faut absolument agir et penser ces allocations aussi par rapport aux objectifs pédagogiques. C'est-à-dire bien se dire que si on impose à tous les élèves d'avoir un ordinateur, il faut que l'allocation puisse couvrir l'achat de l'ordinateur. Donc ça c'est vraiment rentrer dans cette logique-là de complémentarité entre les dispositifs financiers et les dispositifs pédagogiques. Ça nécessite en fait très peu de moyens supplémentaires. Ça nécessite juste d'arrêter avec des ruptures administratives absurdes qui existent aujourd'hui dans notre structuration. C'est très simple en fait à faire. Donc ça c'est une troisième mesure qui est urgente. Évidemment ce qui va coûter c'est la revalorisation des allocations et assurer la gratuité complète. Et alors quatrième élément qui pour moi est essentiel, il faut une structure publique d'orientation avec des moyens ad hoc et une information claire, objective
et sortir des mécanismes de publicité et de concurrence entre les institutions, où franchement, on inonde de pubs des jeunes, et c'est sur base de cette pub qu'ils vont faire leur projet d'orientation dans le secondaire et dans le supérieur. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, on est vraiment dans un système qui dysfonctionne du point de vue de la qualité de l'information qui est fournie. On désinforme les gens par rapport à ce que sont réellement les études supérieures. Donc je pense que là, voilà, aller vers des conseillers d'orientation qui travaillent dans le secondaire, même en amont du secondaire, avec les élèves, et qui les initient, leur passent les codes des différentes filières, mais ce qui veut dire qu'ils doivent avoir accès à l'information et qu'ils doivent aussi avoir une connexion réelle avec les institutions. Et ça, c'est quelque chose d'assez efficace et d'assez simple en réalité à mettre en place. Il faudrait aussi que les universités repensent leur cursus et repensent leur cursus en attribuant les moyens à rebours de ce qu'elles font aujourd'hui. À l'heure actuelle, les universités investissent surtout dans la fin des filières vers le master. Et en fait, c'est ce qui explique en partie la chute du taux d'encadrement dans les premières années. C'est parce qu'en fait, on met le gros des moyens dans le master, et puis on n'assure pas un encadrement génialissime au niveau du bachelier. Et en fait, on se dit, c'est pas grave, puisque on va faire la sélection et progressivement, il ne resteront que les meilleurs. Or, on sait qu'en fait, cette sélection est injuste et qu'en fait, c'est une sélection essentiellement sociale. Et donc, un enjeu important, ce serait d'inverser la logique, c'est-à-dire de mettre plus de moyens vers le bachelier et de réduire éventuellement même les moyens qu'on investit dans le master. Parce qu'il y a des cours où on arrive à des taux d'encadrement qui deviennent un peu surréalistes dans certaines filières, avec un enseignant pour 2 étudiants. Ça, on peut se poser la question de savoir si en termes de gestion des moyens publics, c'est pertinent, c'est pas pertinent. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça génial d'avoir cours avec un prof, 2 étudiants, mais je pense que c'est pas très rationnel d'un point de vue de l'organisation de l'enseignement supérieur. Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu hyper important. C'est d'inverser la logique et de se demander, voilà, comment est-ce qu'on peut restructurer le cursus pour garantir un taux d'encadrement et un accompagnement plus important des étudiants dès la base, dès leur entrée à l'université.